Bonjour à tous, donc bienvenue à cette partie de cours sur le dénombrement des combinaisons cette fois-ci. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu les autres vidéos, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net pour regarder l'ensemble du cours de terminale et notamment tout le chapitre de probabilité pour vraiment comprendre ce que je vais raconter dans la continuité des parties précédentes. Alors, je vais retourner maintenant au dénombrement de ces combinaisons. Donc, d'abord, petite définition. Soit E un ensemble fini de cardinal n, donc ça toujours comme d'habitude, et P un entier naturel entre 0 et n. Alors, une P combinaison, ou une combinaison de P éléments de E, c'est une partie de E ayant P éléments. Donc en fait, une P combinaison de E, c'est juste un sous-ensemble de E à P éléments. Alors nous ici, dans cette partie, on va s'intéresser à essayer de compter combien de sous-ensembles à P éléments il y a dans E. Donc à chaque fois, pour P allant de 0 à N, on va essayer de trouver le nombre de sous-ensembles à P éléments de E, c'est-à-dire le nombre de P combinaisons de E. Or, petit exemple. Si E, c'est l'ensemble ABC, donc un ensemble à 3 éléments, et que P est égal à 2, ça veut dire on cherche tous les sous-ensembles de E qui ont 2 éléments. Donc les combinaisons de 2 éléments de E sont les parties AB, AC et BC. Alors, il est essentiel de noter que dans une partie, les éléments sont 2 à 2 distincts, c'est-à-dire je n'ai pas de répétition. Donc déjà là on verra un lien avec les arrangements, il n'y a pas de répétition dans un sous-ensemble. De plus, deux parties qui contiennent les mêmes éléments sont égales, c'est-à-dire l'ordre ne compte pas. Ainsi, A, B, c'est le même ensemble que l'ensemble BA. Donc contrairement aux arrangements, la différence par rapport aux arrangements, c'est que pour les P combinaisons, l'ordre ne compte pas. Donc la P combinaison AB, c'est la même chose que c'est la même P combinaison que BA. Donc théorème. Soit E un ensemble fini de cardinal n et P, de cardinal n, et P un entier naturel entre 0 et n. Or dans ce cas, le nombre de combinaisons de P éléments de E, c'est ce qu'on appelle P parmi n. Alors n'utilisez pas cette notation, c'est P parmi n, ce qui est factoriel n sur factoriel n-p, c'est-à-dire le nombre de P arrangements composé d'éléments de l'ensemble E divisé par factoriel P. C'est ce qu'on avait noté ici avec le nombre de P arrangements dans un ensemble à n éléments divisé par factoriel P, ce qui fait n factoriel sur n moins P factoriel divisé encore par P factoriel. Or les coefficients P parmi n sont encore appelés coefficients binomiaux. Alors on les appelle coefficients binomiaux parce qu'on verra dans le paragraphe suivant qu'il y a un lien avec le binôme de Newton. Si P est strictement supérieur à n, si P est plus grand que n, dans ce cas, par convention, on dit que P parmi n c'est égal à 0. En effet, le nombre de sous-ensembles qui ont plus d'éléments que l'ensemble de D par lui-même, il y en a 0. Remarque, bien que les coefficients P parmi n soient définis sous la forme d'une fraction, ils sont bien des entiers. En effet, ici il y a une fraction, donc on pourrait se dire que ce n'est pas un entier, mais en fait c'est toujours un entier. Alors on va le démontrer un peu plus loin dans cette leçon. Donc, petit exercice. Soit n un entier supérieur à 2, montrer que la somme pour P allant de 0 jusqu'à n-2 de n factoriel sur P factoriel est un entier pair. Alors, l'exercice c'est de montrer ça. On veut montrer que ce nombre-là est un entier pair. On pourrait le faire par récurrence. J'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils font ici. Alors, en effet, pour tout P appartenant à 0 n-2, P factoriel divise n-2 factoriel.
Donc il existe un entier k tel que n-2 factoriel, c'est k fois p factoriel à chaque fois. Pour tout p allant de 0 à n-2. D'où n factoriel, c'est n fois n-1 fois n-2 factoriel, ce qui fait n fois n-1 fois un nombre k fois p factoriel. Donc les entiers n-1 et n étant consécutifs, l'un des deux est forcément pair. Donc n factoriel sur p factoriel est pair. En effet, n fois n-1, c'est forcément pair parce que soit n est impair et n-1 est pair, soit n est impair et dans ce cas n-1 est pair. Donc n fois n-1 est forcément pair. Donc n fois n-1 fois k fois p factoriel, c'est forcément pair. Et donc n factoriel sur p factoriel, c'est égal à n fois n-1 fois k, ce qui est pair. Enfin, comme la somme d'entiers pairs est un entier pair, donc ici à chaque fois, pour chaque p, on a pour chaque p, il existe un tel cas, donc chaque terme de la somme va être un entier pair. Donc comme la somme d'entiers pairs est un entier pair, on en déduit que cette somme est paire. Donc, démonstration du théorème 4.2. C'est-à-dire que le nombre de combinaisons de p éléments de E, c'est p parmi n, ce qui fait n factoriel sur n-p factoriel fois p factoriel. Alors ça, c'est vraiment à connaître par cœur, cette formule. Et la démonstration aussi, je dirais qu'il faut vraiment bien la comprendre. Alors, dénombrons d'une part les arrangements de p éléments d'un ensemble fini E de cardinal n. Donc un arrangement, c'est caractérisé par quoi? D'abord, pour compter un arrangement, d'abord je choisis une partie de E qui a p éléments. En effet, si j'ai un pair arrangement, ça veut dire que j'utilise p éléments distincts. Donc je peux d'abord choisir une partie de E à p éléments. Alors, remarquons, il y a p parmi n choix pour choisir une telle partie, par définition de p parmi n. Donc, je choisis un sous-ensemble de E à p éléments. Donc j'ai p parmi n choix possible pour le choisir, par définition de p parmi n. Mais la différence entre les arrangements et les p combinaisons, il y avait juste une seule différence, c'était que pour un arrangement, l'ordre comptait, tandis que pour une p combinaison, l'ordre ne comptait pas. Donc ensuite, une fois que j'ai choisi une partie de E à p éléments, je dois compter en plus le nombre de façons d'ordonner cette partie, c'est-à-dire de combien de façons je peux l'ordonner. Or ça, c'est le nombre de permutations d'un ensemble à p éléments. Donc ça, c'est factoriel p façons, parce que j'en prends un, je peux le mettre à p endroits différents. Ensuite, j'en prends un autre, je le peux mettre à p-1 endroits différents. Ensuite, je prends un troisième élément, je peux le mettre à p-2 endroits différents. Et ainsi de suite jusqu'à p est égal à 1. Jusqu'à p moins i, où i est égal à p. Donc à la fin, je fais p fois p-1 fois p-2 jusqu'à p factoriel façon d'ordonner tous ces éléments. Donc, du coup, on a comme conséquence que le nombre d'arrangements, le nombre de p arrangements tiré d'un ensemble à n éléments, et c'est notre fameux nombre p parmi n fois p factoriel. Parce qu'on avait dit que le nombre d'arrangements, c'était la même chose que ce nombre-là, mais sauf fallait le multiplier par p factoriel, parce qu'en plus, il fallait ordonner les éléments. Et donc, en passant le p factoriel de l'autre côté, on a p parmi n, qui est égal à n factoriel sur n moins p factoriel, divisé par p factoriel. Donc, interprétation très importante. P parmi n, donc vraiment c'est pour ça qu'on dit P parmi n, c'est le nombre de choisir P objets parmi n objets. Et ici l'ordre n'importe pas, c'est-à-dire si j'ai 3 objets, un verre, une bouteille et un jeu de cartes, et j'en choisis 2, et que je prenne un verre et une bouteille, ou bien une bouteille et un verre, je m'en moque, c'est la même chose. Donc, petite application, le loto. On tire au hasard 6 boules parmi 49. Combien de tirages possibles
on ne tire pas compte du numéro complémentaire. Donc la question c'est combien est-ce qu'on a de tirages possibles. Donc on veut connaître le nom. Quel est le nombre d'ensembles à 6 boules que je peux faire parmi un ensemble qui contient 49 boules. C'est le nombre de façons de choisir 6 objets parmi 49. Et donc c'est 6 parmi 49, ce qui fait 49 divisé 49 factoriel divisé par 49 moins 6, c'est-à-dire 43 factoriel fois 6 factoriel. Et ce qui fait ce nombre horrible qui a l'air d'être là. Donc en gros, vous avez vraiment pas beaucoup de chances de gagner au loto. Autre situation intéressante, le poker. Dans un jeu de 32 cartes, on choisit 5 cartes au hasard. Alors, c'est ce qu'on appelle une main. Donc, quel est le nombre total de mains? Et ben, c'est le nombre de façons que j'ai de choisir 5 cartes parmi 32. Donc, c'est 5 parmi 32, ce qui fait 201 376 mains différentes possibles. Quel est le nombre de mains qui contiennent exactement 3 as? Alors d'abord, il y a le nombre de façons de choisir 3 as parmi 4. Et ça, c'est 3 parmi 4. Et ensuite, il y a le nombre de façons de choisir 2 cartes parmi 28. C'est-à-dire 2 cartes parmi les 28 cartes restantes qui ne sont pas des as. Donc en fait, d'abord, je dois choisir 3 cartes parmi tous les as. Et ensuite, je dois choisir 2 cartes parmi tous les non-as. Et donc ça fait 2 parmi 28. On applique le principe multiplicatif. Et cela donne 3 parmi 4 fois 2 parmi 28, ce qui fait 1512. Voilà. Donc ici, remarquez qu'on n'a pas besoin de diviser par du factoriel 2 ou quelque chose comme ça. Ici, c'est vraiment... J'ai 5 endroits où je dois mettre des cartes. Il y en a 3 qui doivent avoir des as. Bon, on peut commencer par celle-là, par exemple. Donc là, j'ai combien de choix possibles? Là, c'est 3 parmi 4. Ensuite, il me reste plus que 2 cases. Donc là, je dois prendre des cartes qui ne sont plus des as. Et dans ce cas, j'ai 2 parmi 28 choix possibles. Et donc, vraiment, ça marche comme ça. Donc ça fait 3 parmi 4 fois 2 parmi 28. Alors maintenant, quel est le nombre de mains qui contiennent au moins 3 as? Alors là, c'est plus compliqué. Parce que pour contenir au moins 3 as, ça veut dire que soit j'en contiens 3, soit j'en contiens 4. Donc, on va séparer les deux cas de figure. Le cas de figure où j'en contiens 3, bah, c'est ce qu'on avait calculé précédemment. Donc exactement 3. 3 parmi 4 fois 2 parmi 28. Et maintenant, les cas de figure où j'en ai 4. C'est-à-dire d'abord, je choisis parmi 4 as, 4 as. Donc c'est 4 parmi 4. Et on verra qu'en fait, ça c'est égal à 1. J'ai une seule manière de choisir 4 as parmi 4 as. Et ensuite, il n'y a plus qu'une seule carte à choisir. Donc c'est x 1 parmi 28. Et on verra que ça, bah, ça fait 28 directement. Et donc, c'est un tout petit peu plus. Donc c'est 1540. Alors, par exemple, autre exemple. Quel est le nombre de dominos? Alors, ils ont 7 numéros, les dominos. Alors, c'est le nombre de façons de choisir. Donc j'ai un ensemble à 7 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à chaque fois sur un domino, bah, j'ai deux nombres qui sont entre 1 et 7. Donc c'est le nombre de façons de choisir avec 2 parmi 7. Plus 7. Parce que ici, il faut faire attention au fait que on a des doubles. Et donc on peut avoir l'élément, on peut aussi avoir les dominos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 qui n'ont pas été comptabilisés ici. Parce que ici on prend que des sous-ensembles à 2 éléments d'un ensemble à 7 éléments. Donc ici on a le droit à l'ensemble 1, 3, on a le droit à l'ensemble 2, 4, on a le droit à l'ensemble 5, 2. Mais on n'a pas le droit à l'ensemble 5, enfin l'ensemble 5, 5. En fait ça serait juste l'ensemble 5. Et donc il aurait un seul élément. Et donc ici c'est 2 parmi 7 plus 7, ce qui fait 21 plus 7, ce qui fait 28. Donc nombre de comités de 3 personnes que l'on peut élire dans une assemblée de 20 personnes. Ben, je dois choisir 3 personnes parmi 20. Donc c'est 3 parmi 20, 1140. L'ordre ne compte pas dans un comité. Donc ici, autre exemple, un tirage simultané ou non ordonné. C'est-à-dire une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. Encore, il y a une petite erreur là. On en tire simultanément 3. Donc combien est-ce qu'on a de tirages possibles?
Donc c'est le nombre de choisir 3 boules parmi 10. Ici, petite remarque, on les choisit simultanément, c'est-à-dire on n'a pas d'ordre quand on tire les boules. C'est-à-dire on n'a pas de première boule, deuxième boule, troisième boule. C'est-à-dire l'ordre ne compte pas. Qu'on inverse l'ordre du choix, on considère que le tirage c'est le même. Donc on a 3 parmi 10 choix possibles, ce qui fait 120. Autre question amusante, le quadrillage 6 contre, qui est fait du 9 x 4. Alors la question c'est combien y a-t-il de chemins allant de A jusqu'à B? On se déplace uniquement vers la droite ou vers le bas. Donc on n'a que le droit d'aller par la droite ou par en bas. On n'a pas le droit de remonter ou de repartir sur la gauche. Et la question c'est combien est-ce qu'il y a de chemins allant de A à B? Alors, là en fait, donc petit indice, on peut dénombrer le nombre de mots qui comportent 13 lettres, qui contiennent 9 fois la lettre D et 4 fois la lettre B. Alors réfléchissez 2 minutes, mettez cette vidéo en pause, parce que celui-là il est assez amusant. Et maintenant je vais donner la solution. Donc si vous n'avez pas réfléchi, essayez de réfléchir un peu avant de regarder ça. Donc voilà. Quel est le raisonnement ici? L'idée c'est qu'à chaque fois, je vais à droite ou en bas, à chaque fois. L'idée c'est qu'au final, je vais forcément aller 9 fois à droite et 4 fois en bas. La seule question qui se pose en fait, c'est quand est-ce que je vais aller à droite et quand est-ce que je vais aller en bas. En tout, je vais forcément aller 9 fois à droite et 4 fois en bas. Et donc, la question c'est comme si j'avais finalement 13 positions, c'est-à-dire un mot à 13 lettres, et que je cherchais à dire quelles sont mes lettres où je vais à droite, et enfin quelles sont mes lettres qui sont des D et quelles sont mes lettres qui sont des B. C'est-à-dire, le premier coup je vais à droite ou en bas, le deuxième coup je vais à droite ou en bas, et quelque part je dois placer 4 fois le fait d'aller en bas, et 9 fois le fait d'aller à la droite, parmi 13 moments où je vais décider d'aller à droite ou en bas. Donc l'idée c'est ici, premier moment, je peux aller à droite ou en bas, deuxième moment je peux aller à droite ou en bas et compagnie, mais en tout j'ai que 4 fois je dois aller en bas, et 9 fois je dois aller à droite. Donc c'est vraiment, dans mes 13 emplacements possibles, 4 de ces emplacements vont devoir aller en bas, et 9 de ces emplacements vont devoir aller à droite. Et donc, la réponse, c'est finalement de d'abord, par exemple, on peut choisir, d'abord on choisit les 9 emplacements où je vais aller à droite, donc ça c'est, j'ai 9 parmi 13 choix, parce que c'est comme si dans un mot de 13 lettres, je devais placer 9 lettres D, et ensuite, en conséquence, les 4 lettres restantes, et ça veut forcément dire que je vais en bas. Et donc ça veut dire que j'ai 9 parmi 13 choix, ce qui fait 715. En fait, on aurait très bien pu choisir 4 parmi 13, et en fait on verra que K parmi N et N-K parmi N sont toujours égaux. Donc ça c'est normal. Donc voilà, ici, finalement il fallait penser au fait qu'au final, il y a 13 moments où on va choisir d'aller à droite ou en bas, et 9. Donc ça veut dire qu'à 9 moments parmi ces 13, il faut aller à droite, et tous les autres, il faut aller en bas. Et donc quel est le nombre de façons de positionner 9 moments où je vais aller à droite parmi 13 moments? Et c'est 9 parmi 13. Alors maintenant, même question, mais combien de chemins passent par le point C? Donc là, essayez de faire le même raisonnement, mettez cette vidéo en pause. Alors, maintenant je vais te donner la solution. Donc l'idée, c'est que d'abord je vais de A à C, puis ensuite je vais de C à B. Et donc pour aller de A à C, je dois aller 6 fois à droite. Alors 1, 2, 3, oui, 6 fois à droite, une fois en bas. Donc ça va faire, je choisis une fois d'aller en bas parmi 7 possibilités. Et ensuite pour aller de C à B, je vais 3 fois à droite et 3 fois en bas. Donc j'ai 6 moments où je fais un choix. Et à 3, je dois aller 3 fois en bas. Donc ça fait 3 parmi 6. Donc ça fait 1 parmi 7 fois 3 parmi 6 qui fait 140. Alors, autre remarque, quel est le nombre de diagonales d'un polygone à n côtés? Alors essayez de réfléchir un peu sur un schéma.
Et maintenant, moi, je vais donner la solution. Donc, en fait, j'ai un polygone qui a n côtés. Alors, petite remarque, s'il a n côtés, ça veut dire qu'il a n sommets. Bon, en fait, le nombre de diagonales qu'il a, c'est le nombre de façons de relier deux sommets distincts. Donc, en fait, ça, c'est le nombre de façons de fabriquer ces diagonales. Donc, c'est 2 parmi n. Je dois à chaque fois choisir 2 sommets parmi n. Et les sommets doivent bien être distincts. Donc, le nombre de diagonales, c'est... Alors, sauf que, oui, petite remarque. Donc, le nombre de façons de relier deux sommets, c'est 2 parmi n. Mais j'oubliais juste quelque chose. Le nombre de diagonales, c'est ce nombre-là, moins le nombre de côtés. En effet, les côtés, on considère en général que ce ne sont pas des diagonales d'un polygone. Même s'ils relient deux sommets. Donc, en fait, le nombre de diagonales, c'est 2 parmi n moins n. Ce qui fait n factoriel sur n moins 2 factoriel sur 2 factoriel moins n. Alors là, on calcule un petit peu. Donc ça fait n fois n moins 1 moins 2n divisé par 2. Ce qui fait n fois n moins 3 divisé par 2. Donc maintenant on peut poser la question, quel polygone a autant de diagonales que de côtés par exemple? Donc la question c'est, ici on a le nombre de diagonales en fonction de n, et n c'est le nombre de côtés. Donc on résout l'équation n fois n moins 3 divisé par 2 est égal à n. Et on trouve directement que c'est n est égal à 0 ou n est égal à 5. Il y a deux solutions, n égale 0, n égale à 5. Ça c'est une équation du second degré, hein, petite remarque. Parce que là j'ai du n carré, là j'ai du n, donc c'est bien du second degré. Et donc le cas n est égal à 0, on va le considérer absurde. Et donc on retient le polygone à 5 côtés. Donc le pentagone a autant de diagonales que de côtés, et c'est le seul polygone qui a cette propriété. Alors maintenant, autre question, quel polygone a 1325 diagonales? Donc ici, comment on va faire? Cette fois, le nombre de diagonales doit être égal à 1325. Donc n fois n-3 divisé par 2 doit être égal à 1325. Donc on trouve n est égal à 53 ou n égale moins 50. Alors moins 50, c'est pas possible. Donc ça veut dire que c'est le 53 gone qui possède 1325 diagonales. Alors, autre exercice, qui est un peu une généralisation de celui-là. On se donne n points distincts sur un cercle. La question c'est combien de cordes définissent ces n points. Donc réfléchissez 5 minutes. Et ensuite remettez cette vidéo en play. Alors la question ici c'est comment est-ce qu'on fabrique une corde. Pour fabriquer une corde, il faut choisir 2 des n points qui sont sur le cercle. Donc en fait, le nombre de cordes, c'est le nombre de façons de choisir 2 de ces points. Donc c'est le nombre de façons de choisir 2 points parmi n. Il y en a donc 2 parmi n, par définition 2 parmi n. Alors, maintenant on suppose que ces cordes se coupent en des points distincts à l'intérieur du cercle. Maintenant la question c'est combien y a-t-il de points d'intersection. Alors là faites une petite pause. Je vous laisse réfléchir. Et donc là cette fois on cherche quel est le nombre de points d'intersection. Ok, donc réfléchissez un peu, voyez comment ça se représente géométriquement. Réfléchissez un peu. Maintenant là je vais avancer dans la solution. Donc ici là on va faire le même type de raisonnement. Choisir, alors la question c'est on va se placer en fait par rapport au point d'intersection. Donc choisir un point d'intersection, c'est la même chose qu'en fait choisir 2 cordes. Parce que dire ici j'ai un point d'intersection, ça veut dire que j'ai 2 cordes qui se coupent. Donc on a bien précisé que les cordes se coupent en des points distincts. On n'a pas pris d'écart particulier, on a 3 cordes qui se coupent au même point. Et voilà, et à l'intérieur du cercle. Donc choisir un point d'intersection, c'est choisir 2 cordes. Donc choisir 2 cordes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait choisir 4 points parmi les n. En effet. Alors ici, petite remarque. Pourquoi je choisis les 4 points parmi les n et pourquoi je ne considère pas n'importe quelle corde? C'est-à-dire que ici, cette corde là et cette corde là, elles pourraient ne pas se couper.
Donc si je choisis ces 4 points là, il correspond en fait une seule corde. Enfin, il correspond. Non, si je choisis ces 4 points là, il correspond forcément un seul point d'intersection qui correspond à ces 4 points là. Parce que si je choisis les deux cordes qui sont presque parallèles ici ou presque parallèles ici, eh ben elles vont pas se coupler à l'intérieur du cercle. Donc en fait, dans celles qui se couplent à l'intérieur du cercle, le seul choix possible, c'est forcément celle où quelque part on a vraiment les diagonales du quadrilatère, c'est-à-dire on choisit cette corde là et cette corde là. On n'a pas le droit de choisir les cordes n'importe comment. Donc en fait, pour choisir pour un point d'intersection correspond en fait à chaque fois 4 points. Donc à chaque fois on a montré qu'il correspond au moins 4 points. Parce que il en correspond. Enfin, si j'ai 4 points, je peux forcément fabriquer aussi un point comme ça. Un point d'intersection comme celui-là. Donc en fait, le nombre de points d'intersection des cordes qui sont formées à partir de mes n points, et ben c'est le nombre de façons de choisir 4 points parmi mes n points. Et donc ça, il y en a 4 parmi n. Et donc j'aurai 4 parmi n points d'intersection. Alors, autre petite remarque intéressante, P parmi n, ça représente le nombre d'applications strictement croissantes d'un ensemble de cardinal P dans un ensemble de cardinal n. Donc là on parle bien du strictement croissant, ça c'est important. En effet, soit x, respectivement y, un ensemble de cardinal P, respectivement n. Et f, une application strictement croissante de x dans y. Donc ça veut dire que f, c'est une application qui va d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléments. Et elle est strictement croissante. Alors déjà, d'une part, f est forcément injective. Alors en effet, si deux éléments avaient la même image, f ne serait pas strictement croissante. Donc déjà, f est injective. Donc pour construire f, il faut donc se donner déjà une telle injection. Donc pour choisir une injection, on a P parmi n arrangements possibles. Et donc ça, non pas P parmi n, on avait n factoriel sur n moins P factoriel. C'est-à-dire c'était le nombre de P arrangements d'un ensemble à n éléments pour choisir une injection d'un ensemble à P éléments dans un ensemble à n éléments. Alors maintenant, autre remarque. Parmi toutes les injections qu'on vient de choisir, un certain nombre ont la même image f de x. C'est-à-dire, il y en a plusieurs qui ont le même ensemble d'arrivées. C'est juste qu'ils ne font pas correspondre les mêmes éléments de l'ensemble de départ aux mêmes éléments de l'ensemble d'arrivée. Mais ça reste des injections. Et en fait, la seule différence qu'il y a entre elles, c'est que j'ai inversé l'ordre des éléments de départ. Donc, le nombre d'injections qui ont la même image que notre fonction f, c'est-à-dire qui ont la même image f de x, et ben il y en a p factoriel, parce que c'est le nombre de permutations. Donc c'est le nombre de façons de permuter les p éléments de f de x, ou bien de permuter les éléments de l'ensemble de départ, c'est-à-dire de x. Or, parmi ces p factoriel injections, de même image, ben, il y en a une seule qui est strictement croissante. En effet, si je fais toutes ces fonctions injectives, je fais toutes leurs permutations sur les éléments de l'ensemble d'arrivée, et ben il y en aura une qui sera strictement croissante, et toutes les autres, ben, il y en aura au moins forcément un terme qui sera pas dans l'ordre quelque part. Donc il y aura forcément un terme qui sera pas dans le bon ordre quelque part. Donc le nombre d'applications strictement croissantes de x dans y, ça va être le nombre de p arrangements d'un ensemble à n éléments, divisé par p factoriel, ce qui fait p parmi n. Donc une autre manière de le voir, c'est que si j'ai une application strictement croissante, ça veut dire que je dois choisir. Donc j'ai un ensemble de départ qui a p éléments. J'ai un ensemble d'arrivée qui a n éléments, mais l'image de mes p éléments par ma fonction f, ça sera d'ensemble à p éléments.
Donc en fait, je dois en fait, pour choisir une telle fonction, il me suffit de choisir son ensemble d'arrivées. Parce qu'une fois que j'ai l'ensemble d'arrivées, du fait que mon application f est strictement croissante, et ben en fait, à partir de l'ensemble d'arrivées, si je sais qu'en plus ma fonction f est strictement croissante, ben je connais ma fonction f, parce qu'il me suffit de mettre tous les éléments de l'ensemble d'arrivées dans l'ordre croissant. Et dans ce cas, je connais ma fonction f. Et donc, en fait, c'est donc le nombre de façons de choisir une telle fonction f, c'est le nombre de façons de choisir un ensemble d'arrivées à p éléments. Et donc ça, c'est p parmi n. Voilà, j'aurais préféré cette démonstration personnellement. Alors, bon, alors, je vais m'arrêter ici pour cette première partie sur les p combinaisons d'un ensemble à n éléments et sur tout ce qui est en lien avec p parmi n, donc le nombre de sous-ensembles à p éléments d'un ensemble à n éléments. Ça, c'est la partie la plus corsée du cours. Et donc, je vous invite à y réfléchir un petit peu, repenser un peu aux différents exemples qu'on vient de faire. Et ensuite, dans la partie suivante, on va montrer quelques propriétés sur ces fameux coefficients binomiaux, les p parmi n, et voir d'autres choses qu'on peut faire avec. Donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à nouveau à vous inscrire sur learnian.net, et d'ici là, à bientôt.